L'Assommoir, partie 8, chapitre 8. Le samedi suivant, Coupeau, qui n'était pas rentré dîner, amena Lantier vers 10 heures. Ils avaient mangé ensemble des pieds de mouton, chez Thomas, à Montmartre. « Faut pas gronder, la bourgeoise, » dit le zingueur. « Nous sommes sages, tu vois. Oh, il n'y a pas de danger avec lui. Il vous met droit dans le bon chemin. » Et il raconta comment ils s'étaient rencontrés rue Rochechouart. Après le dîner, Lantier avait refusé une consommation au café de la Boule Noire, en disant que lorsqu'on était marié avec une femme gentille et honnête, on ne devait pas gouaper dans tous les bastringues. Gervaise écoutait avec un petit sourire. Bien sûr, non, elle ne songeait pas à gronder. Elle se sentait trop gênée. Depuis la fête, elle s'attendait bien à revoir son ancien amant un jour ou l'autre. Mais, à pareille heure, au moment de se mettre au lit, l'arrivée brusque des deux hommes l'avait surprise. Et, les mains tremblantes, elle rattachait son chignon roulé dans son cou. « Tu ne sais pas, » reprit Coupeau, « puisqu'il a eu la délicatesse de refuser dehors une consommation, tu vas nous payer la goutte. Ah, tu nous dois bien ça. » Les ouvrières étaient parties depuis longtemps. Madame Coupeau et Nana venaient de se coucher. Alors, Gervaise, qui tenait déjà un volet quand ils avaient paru, laissa la boutique ouverte, apporta sur un coin de l'établi des verres et le fond d'une bouteille de cognac. Lantier restait debout, évitait de lui adresser directement la parole. Pourtant, quand elle le servit, il s'écria « Une larme seulement, madame, je vous prie. » Coupeau les regarda, s'expliqua très carrément. Il n'allait pas faire les dindes, peut-être. Le passé était le passé, n'est-ce pas? Si on conservait de la rancune après des 9 ans et des 10 ans, on finirait par ne plus voir personne. Non, non, il avait le cœur sur la main, lui. D'abord, il savait à qui il avait affaire. À une brave femme et à un brave homme, à deux amis, quoi. Il était tranquille, il connaissait leur honnêteté. « Oh, bien sûr, répétait Gervaise, les paupières baissées, sans comprendre ce qu'elle disait. « C'est une sœur, maintenant, rien qu'une sœur, » murmura à son tour Lantier. « Donnez-vous la main, nom de Dieu, » cria Coupeau, « et foutons-nous des bourgeois. Quand on a de ça dans le coco, voyez-vous, on est plus chouette que les millionnaires. Moi, je mets l'amitié avant tout, parce que l'amitié, c'est l'amitié, et qu'il n'y a rien au-dessus. » Il s'enfonçait de grands coups de poing dans l'estomac, l'air si ému qu'ils durent le calmer. Tous trois, en silence, trinquèrent et burent leurs gouttes. Gervaise put alors regarder Lantier à son aise, car le soir de la fête, elle l'avait vu dans un brouillard. Il s'était épaissi, gras et rond, les jambes et les bras lourds à cause de sa petite taille. Mais sa figure gardait de jolis traits sous la bouffissure de sa vie de fainéantise. Et comme il soignait toujours beaucoup ses minces moustaches, on lui aurait donné juste son âge, 35 ans. Ce jour-là, il portait un pantalon gris et un paletot gros bleu comme un monsieur, avec un chapeau rond. Même, il avait une montre et une chaîne d'argent, à laquelle pendait une bague, un souvenir. « Je m'en vais, dit-il. Je reste au diable. » Il était déjà sur le trottoir, lorsque le zingueur le rappela pour lui faire promettre de ne plus passer devant la porte sans leur dire un petit bonjour. Cependant, Gervaise, qui venait de disparaître doucement, rentra en poussant devant elle Étienne, en manche de chemise, la face déjà endormie. L'enfant souriait, se frottait les yeux. Mais quand il aperçut Lantier, il resta tremblant et gêné, coulant des regards inquiets du côté de sa mère et de Coupeau. « Tu ne reconnais pas ce monsieur ?» demanda celui-ci. L'enfant baissa la tête sans répondre. Puis, il eut un léger signe pour dire qu'il reconnaissait le monsieur. « Eh bien, ne fais pas la bête, va l'embrasser. » Lantier, grave et tranquille, attendait. Lorsque Étienne se décida à s'approcher, il se courba, tendit les deux joues, puis posa lui-même un gros baiser sur le front du gamin. Alors,
celui-ci osa regarder son père. Mais, tout d'un coup, il éclata en sanglots. Il se sauva comme un fou, débraillé, grondé par Coupeau qui le traitait de sauvage. « C'est l'émotion, » dit Gervaise, pâle et secouée elle-même. « Oh, il est très doux, très gentil, d'habitude, » expliquait Coupeau. « Je l'ai crânement élevé, vous verrez. Il s'habituera à vous. Il faut qu'il connaisse les gens. Enfin, quand il n'y aurait eu que ce petit, on ne pouvait pas rester toujours brouillé, n'est-ce pas ? Nous aurions dû faire ça pour lui, il y a beau jour, car je donnerais plutôt ma tête à couper que d'empêcher un père de voir son enfant. » Là-dessus, il parla d'achever la bouteille de cognac. Tous trois trinquèrent de nouveau. Lantier ne s'étonnait pas, avait un beau calme. Avant de s'en aller, pour rendre ses politesses aux zingueurs, il voulut absolument fermer la boutique avec lui. Puis, tapant dans ses mains par propreté, il souhaita une bonne nuit au ménage. « Dormez bien, je vais tâcher de pincer l'omnibus. Je vous promets de revenir bientôt. » À partir de cette soirée, Lantier se montra souvent rue de la Goutte d'Or. Il se présentait quand le zingueur était là, demandant de ses nouvelles dès la porte, affectant d'entrer uniquement pour lui. Puis, assis contre la vitrine, toujours en paletot, rasé et peigné, il causait poliment, avec les manières d'un homme qui aurait reçu de l'instruction. C'est ainsi que les Coupeau apprirent peu à peu des détails sur sa vie. Pendant les 8 dernières années, il avait un moment dirigé une fabrique de chapeaux. Et quand on lui demandait pourquoi il s'était retiré, il se contentait de parler de la coquinerie d'un associé, un compatriote, une canaille qui avait mangé la maison avec les femmes. Mais son ancien titre de patron restait sur toute sa personne comme une noblesse à laquelle il ne pouvait plus déroger. Il se disait sans cesse près de conclure une affaire superbe. Des maisons de chapellerie devaient l'établir, lui confier des intérêts énormes. En attendant, il ne faisait absolument rien, se promenait au soleil, les mains dans les poches, ainsi qu'un bourgeois. Les jours où il se plaignait, si l'on se risquait à lui indiquer une manufacture demandant des ouvriers, il semblait pris d'une pitié souriante. Il n'avait pas envie de crever la faim en s'échinant pour les autres. Ce gaillard-là, toutefois, comme disait Coupeau, ne vivait pas de l'air du temps. Oh, c'était un malin, il savait s'arranger. Il bibelottait quelques commerces, car enfin, il montrait une figure de prospérité. Il lui fallait bien de l'argent pour se payer du linge blanc et des cravates de fils de famille. Un matin, le zingueur l'avait vu se faire cirer boulevard Montmartre. La vraie vérité était que Lantier, très bavard sur les autres, se taisait ou mentait quand il s'agissait de lui. Il ne voulait même pas dire où il demeurait. Non, il logeait chez un ami, là-bas, au diable, le temps de trouver une belle situation. Et il défendait aux gens de venir le voir, parce qu'il n'y était jamais. « On rencontre 10 positions pour une », expliquait-il souvent. « Seulement, ce n'est pas la peine d'entrer dans des boîtes où l'on ne restera pas 24 heures. Ainsi, j'arrive un lundi chez Champion, à Montrouge. Le soir, Champion m'embête sur la politique. Il n'avait pas les mêmes idées que moi. Eh bien, le mardi matin, je filais, attendu que nous ne sommes plus autant des esclaves et que je ne veux pas me vendre pour 7 francs par jour. » On était alors dans les premiers jours de novembre. Lantier apporta galamment des bouquets de violettes qu'il distribuait à Gervaise et aux 2 ouvrières. Peu à peu, il multiplia ses visites. Il vint presque tous les jours. Il paraissait vouloir faire la conquête de la maison, du quartier entier, et il commença par séduire Clémence et Madame Putois, auxquelles il témoignait, sans distinction d'âge, les attentions les plus empressées. Au bout d'un mois, les 2 ouvrières l'adoraient. Les Boches, qu'il flattait beaucoup en allant les saluer dans leur loge, s'extasiaient sur sa politesse. Quant aux Lorilleux, lorsqu'ils surent quel était ce monsieur, arrivé au dessert, le jour de la fête, ils vomirent d'abord 1000 horreurs contre Gervaise, qui osait introduire ainsi son ancien individu dans son ménage. Mais, un jour, Lantier monta chez eux, se présenta si bien en leur commandant une chaîne pour une dame de sa connaissance, qu'ils lui dirent de s'asseoir et le gardèrent 1 heure, charmés de sa conversation. Même, il se demandait comment un homme si distingué avait pu vivre avec la Bamban. Enfin,
Les visites du chapelier chez les Coupeau n'indignaient plus personne, et semblaient naturelles, tant il avait réussi à se mettre dans les bonnes grâces de toute la rue de la Goutte d'Or. Goujet seul restait sombre. S'il se trouvait là, quand l'autre arrivait, il prenait la porte, pour ne pas être obligé de lier connaissance avec ce particulier. Cependant, au milieu de cette coqueluche de tendresse pour Lantier, Gervaise, les premières semaines, vécut dans un grand trouble. Elle éprouvait au creux de l'estomac cette chaleur dont elle s'était sentie brûler le jour des confidences de Virginie. Sa grande peur venait de ce qu'elle redoutait d'être sans force, s'il la surprenait un soir toute seule et s'il s'avisait de l'embrasser. Elle pensait trop à lui, elle restait trop pleine de lui. Mais, lentement, elle se calma, en le voyant si convenable, ne la regardant pas en face, ne la touchant pas du bout des doigts, quand les autres avaient le dos tourné. Puis, Virginie, qui semblait lire en elle, lui faisait honte de ses vilaines pensées. Pourquoi tremblait-elle ? On ne pouvait pas rencontrer un homme plus gentil. Bien sûr, elle n'avait plus rien à craindre. Et la grande brune manœuvra un jour de façon à les pousser tous deux dans un coin et à mettre la conversation sur le sentiment. Lantier déclara d'une voix grave, en choisissant les termes, que son cœur était mort, qu'il voulait désormais se consacrer uniquement au bonheur de son fils. Il ne parlait jamais de Claude, qui était toujours dans le Midi. Il embrassait Étienne sur le front tous les soirs, ne savait que lui dire si l'enfant restait là, l'oubliait pour entrer en compliment avec Clémence. Alors, Gervaise, tranquillisée, sentit mourir en elle le passé. La présence de Lantier usait ses souvenirs de Plassans et de l'hôtel Boncoeur. À le voir sans cesse, elle ne le rêvait plus. Même, elle se trouvait prise d'une répugnance à la pensée de leurs anciens rapports. Oh, c'était fini, bien fini. S'il osait un jour lui demander ça, elle lui répondrait par une paire de claques. Elle instruirait plutôt son mari. Et, de nouveau, elle songeait sans remords, avec une douceur extraordinaire, à la bonne amitié de Goujet. En arrivant un matin à l'atelier, Clémence raconta qu'elle avait rencontré la veille, vers 11h, M. Lantier donnant le bras à une femme. Elle disait cela en mots très sales, avec de la méchanceté par-dessous, pour voir la tête de la patronne. Oui, M. Lantier grimpait la rue Notre-Dame-de-Lorette. La femme était blonde, un de ces chameaux du boulevard à moitié crevé, le derrière nu sous leur robe de soie. Et elle les avait suivis, par blague. Le chameau était entré chez un charcutier acheter des crevettes et du jambon. Puis, rue de la Rochefoucauld, M. Lantier avait posé sur le trottoir, devant la maison, le nez en l'air, en attendant que la petite, montée toute seule, lui eût fait par la fenêtre le signe de la rejoindre. Mais Clémence eut beau ajouter des commentaires dégoûtants, Gervaise continuait à repasser tranquillement une robe blanche. Par moments, l'histoire lui mettait aux lèvres un petit sourire. Ces Provençaux, disait-elle, étaient tous enragés après les femmes. Il leur en fallait quand même. Ils en auraient ramassé sur une pelle dans un tas d'ordures. Et, le soir, quand le chapelier arriva, elle s'amusa des taquineries de Clémence qui l'intriguaient avec sa blonde. D'ailleurs, il semblait flatté d'avoir été aperçu. Mon Dieu, c'était une ancienne amie qu'il voyait encore de temps à autre, lorsque ça ne devait déranger personne. Une fille très chic, meublée en palissandre. Et il citait d'anciens amants à elle, un vicomte, un grand marchand de faïence, le fils d'un notaire. Lui aimait les femmes qui embaument. Il poussait sous le nez de Clémence son mouchoir, que la petite lui avait parfumé, lorsqu'Étienne rentra. Alors, il prit son air grave, il baisa l'enfant, en ajoutant que la rigolade ne tirait pas à conséquence et que son cœur était mort. Gervaise, penchée sur son ouvrage, hocha la tête d'un air d'approbation. Et ce fut encore Clémence qui porta la peine de sa méchanceté, car elle avait bien senti Lantier la pincer déjà 2 ou 3 fois, sans avoir l'air, et elle crevait de jalousie de ne pas puer le musc comme le chameau du boulevard. Quand le printemps revint, Lantier, tout à fait de la maison, parla d'habiter le quartier, afin d'être plus près de ses amis. Il voulait une chambre meublée dans une maison propre. Madame Boche, Gervaise elle-même, se mirent en 4 pour lui trouver ça. On fouilla les rues voisines. Mais il était trop difficile, il désirait une grande cour, il demandait un rez-de-chaussée. Enfin,
toutes les commodités imaginables. Et maintenant, chaque soir, chez les Coupeau, il semblait mesurer la hauteur des plafonds, étudier la distribution des pièces, convoiter un logement pareil. Oh, il n'aurait pas demandé autre chose. Il se serait volontiers creusé un trou dans ce coin tranquille et chaud. Puis, il terminait chaque fois son examen par cette phrase. « Sapristi, vous êtes joliment bien, tout de même. » Un soir, comme il avait dîné là et qu'il lâchait sa phrase au dessert, Coupeau, qui s'était mis à le tutoyer, lui cria brusquement. « Faut rester ici, ma vieille, si le cœur t'en dit. On s'arrangera. » Et il expliqua que la chambre au linge sale, nettoyée, ferait une jolie pièce. Étienne coucherait dans la boutique, sur un matelas jeté par terre. Voilà tout. « Non, non, dit Lantier, je ne puis pas accepter. Ça vous gênerait trop. Je sais que c'est de bon cœur, mais on aurait trop chaud les uns sur les autres. Puis, vous savez, chacun sa liberté. Il me faudrait traverser votre chambre et ça ne serait pas toujours drôle. »« Oh, l'animal !» reprit le zingueur, étranglant de rire, tapant sur la table pour s'éclaircir la voix. « Il songe toujours aux bêtises. Mais, bougre de serin, on est inventif, pas vrai ? Il y a 2 fenêtres dans la pièce. Eh bien, on en colle une par terre, on en fait une porte. Alors, comprends-tu ? Tu entres par la cour, nous bouchons même cette porte de communication, si ça nous plaît. Ni vu ni connu. Tu es chez toi, nous sommes chez nous. » Il y eut un silence. Le chapelier murmurait. « Ah oui, de cette façon, je ne dis pas. »« Et encore non, je serais trop sur votre dos. » Il évitait de regarder Gervaise. Mais il attendait évidemment un mot de sa part pour accepter. Celle-ci était très contrariée de l'idée de son mari. Non pas que la pensée de voir Lantier demeurer chez eux la blessa ni l'inquiéta beaucoup, mais elle se demandait où elle mettrait le linge sale. Cependant, le zingueur faisait valoir les avantages de l'arrangement. Le loyer de 500 francs avait toujours été un peu fort. Eh bien, le camarade leur payerait la chambre, toute meublée, 20 francs par mois. Ce ne serait pas cher pour lui, et ça les aiderait au moment du terme. Il ajouta qu'il se chargeait de manigancer, sous leur lit, une grande caisse où tout le linge sale du quartier pourrait tenir. Alors Gervaise hésita, parut consulter du regard maman Coupeau, que Lantier avait conquise depuis des mois, en lui apportant des boules de gomme pour son catarrhe. « Vous ne nous gêneriez pas, bien sûr, finit-elle par dire. Il y aurait moyen de s'organiser. »« Non, non, merci, répéta le chapelier. Vous êtes trop gentil, ce serait abusé. » Coupeau, cette fois, éclata. Est-ce qu'il allait faire son andouille encore longtemps ? Quand on lui disait que c'était de bon cœur, il leur rendrait service, là, comprenait-il ? Puis, d'une voix furibonde, il gueula. « Étienne ! Étienne !» Le gamin s'était endormi sur la table. Il leva la tête en sursaut. « Écoute, dis-lui que tu le veux. Oui, à ce monsieur-là. Dis-lui bien fort, je le veux. »« Je le veux ?» bégaya Étienne, la bouche empâtée de sommeil. Tout le monde se mit à rire. Mais Lantier reprit bientôt son air grave et pénétré. Il serra la main de Coupeau par-dessus la table en disant « J'accepte. C'est de bonne amitié de part et d'autre, n'est-ce pas ? Oui, j'accepte. Pour l'enfant. » Dès le lendemain, le propriétaire, M. Marescot, étant venu passer 1 heure dans la loge des Boches, Gervaise lui parla de l'affaire. Il se montra d'abord inquiet, refusant, se fâchant, comme si elle lui avait demandé d'abattre toute une aile de sa maison. Puis, après une inspection minutieuse des lieux, lorsqu'il eut regardé en l'air pour voir si les étages supérieurs n'allaient pas être ébranlés, il finit par donner l'autorisation, mais à la condition de ne supporter aucun frais. Et les Coupeau durent lui signer un papier dans lequel ils s'engageaient à rétablir les choses en l'état à l'expiration de leur bail. Le soir même, le zingueur amena des camarades, un maçon, un menuisier, un peintre, de bons zigues qui feraient cette bricole-là après leur journée, histoire de rendre service. La pose de la nouvelle porte, le nettoyage de la pièce, n'en coûtèrent pas moins 100 de francs, sans compter les litres dont on arrosa la besogne. Le zingueur dit aux camarades qu'il leur payerait ça plus tard, avec le premier argent de son locataire. Ensuite, il fut question de meubler la pièce. Gervaise y laissa l'armoire de maman Coupeau. Elle ajouta une table et 2 chaises,
prise dans sa propre chambre. Il lui fallut enfin acheter une table toilette et un lit, avec la literie complète. En tout, 130 francs, qu'elle devait payer à raison de 10 francs par mois. Si, pendant une dizaine de mois, les 20 francs de Lantier se trouvaient mangés à l'avance par les dettes contractées, plus tard il y aurait un joli bénéfice. Ce fut dans les premiers jours de juin que l'installation du chapelier eut lieu. La veille, Coupeau avait offert d'aller avec lui chercher sa malle pour lui éviter les 30 sous d'un fiacre. Mais l'autre était resté gêné, disant que sa malle pesait trop lourd, comme s'il avait voulu cacher jusqu'au dernier moment l'endroit où il logeait. Il arriva dans l'après-midi, vers 3 heures. Coupeau ne se trouvait pas là, et Gervaise, à la porte de la boutique, devint toute pâle en reconnaissant la malle sur le fiacre. C'était leur ancienne malle, celle avec laquelle elle avait fait le voyage de Plassans. Aujourd'hui écorchée, cassée, tenue par des cordes. Elle la voyait revenir comme souvent elle l'avait rêvé. Et elle pouvait s'imaginer que le même fiacre, le fiacre où cette garce de brunisseuse s'était fichue d'elle, la lui rapportait. Cependant, Boche donnait un coup de main à Lantier. La blanchisseuse les suivit, muette, un peu étourdie. Quand ils eurent déposé leur fardeau au milieu de la chambre, elle dit pour parler. « Hein ? Voilà une bonne affaire de fête !» Puis, se remettant, voyant que Lantier, occupé à dénouer les cordes, ne la regardait seulement pas, elle ajouta « Monsieur Boche, vous allez boire un coup ?» Et elle alla chercher un litre et des verres. Justement, Poisson, en tenue, passait sur le trottoir. Elle lui adressa un petit signe, clignant les yeux, avec un sourire. Le sergent de ville comprit parfaitement. Quand il était de service et qu'on battait de l'œil, ça voulait dire qu'on lui offrait un verre de vin. Même, il se promenait des heures devant la blanchisseuse, à attendre qu'elle battît de l'œil. Alors, pour ne pas être vu, il passait par la cour. Il sifflait son verre en se cachant. « Ah ah !» dit Lantier, quand il le vit entrer. « C'est vous, Badingue !» Il l'appelait Badingue, par blague, pour se ficher de l'empereur. Poisson acceptait ça de son air raide, sans qu'on pût savoir si ça l'embêtait, au fond. D'ailleurs, les deux hommes, quoique séparés par leurs convictions politiques, étaient devenus très bons amis. « Vous savez que l'empereur a été sergent de ville à Londres ?» dit à son tour Boche. « Oui, ma parole, il ramassait les femmes saoules. » Gervaise, pourtant, avait rempli 3 verres sur la table. Elle ne voulait pas boire, se sentait le cœur tout barbouillé. Mais elle restait, regardant Lantier enlever les dernières cordes, prise du besoin de savoir ce que contenait la malle. Elle se souvenait, dans un coin, d'un tas de chaussettes, de 2 chemises sales, d'un vieux chapeau. Est-ce que ces choses étaient encore là ? Est-ce qu'elle allait retrouver les loques du passé ? Lantier, avant de soulever le couvercle, prit son verre et trinqua. « À votre santé !»« À la vôtre !» répondirent Boche et Poisson. La blanchisseuse remplit de nouveau les verres. Les 3 hommes s'essuyaient les lèvres de la main. Enfin, le chapelier ouvrit la malle. Elle était pleine d'un pêle-mêle de journaux, de livres, de vieux vêtements, de linge en paquets. Il en tira successivement une casserole, une paire de bottes, un buste de Ledru-Rollin avec le nez cassé, une chemise brodée, un pantalon de travail. Et Gervaise, penchée, sentait monter une odeur de tabac, une odeur d'homme malpropre, qui soigne seulement le dessus, ce qu'on voit de sa personne. Non, le vieux chapeau n'était plus dans le coin de gauche. Il y avait là une pelote qu'elle ne connaissait pas, quelque cadeau de femme. Alors, elle se calma, elle éprouva une vague tristesse, continuant à suivre les objets, en se demandant s'ils étaient de son temps ou du temps des autres. « Dites donc, Badingue, vous ne connaissez pas ça ?» reprit Lantier. Il lui mettait sous le nez un petit livre imprimé à Bruxelles. Les amours de Napoléon III, ornés de gravures. On y racontait, entre autres anecdotes, comment l'empereur avait séduit la fille d'un cuisinier, âgé de 13 ans. Et l'image représentait Napoléon III, les jambes nues, ayant gardé seulement le grand cordon de la Légion d'honneur, poursuivant une gamine qui se dérobait à sa luxure. « Ah, c'est bien ça !» s'écria Boche, dont les instincts sournoisement voluptueux étaient flattés. « Ça arrive toujours comme ça !» Poisson restait saisi, consterné.
et il ne trouvait pas un mot pour défendre l'empereur. C'était dans un livre, il ne pouvait pas dire non. Alors, Lantier lui poussant toujours l'image sous le nez d'un air goguenard, il laissa échapper ce cri, en arrondissant les bras. « Eh bien, après ? Est-ce que ce n'est pas dans la nature ?» Lantier eut le bec cloué par cette réponse. Il rangea ses livres et ses journaux sur une planche de l'armoire. Et comme il paraissait désolé de ne pas avoir une petite bibliothèque pendue au-dessus de la table, Gervaise promit de lui en procurer une. Il possédait l'histoire de 10 ans de Louis Blanc, moins le premier volume, qu'il n'avait jamais eu d'ailleurs. Les Girondins de Lamartine, en livraison à 2 sous, Les mystères de Paris et Le Juif errant d'Eugène Sue, sans compter un tas de bouquins philosophiques et humanitaires ramassés chez les marchands de vieux clous. Mais il couvait surtout ses journaux d'un regard attendri et respectueux. C'était une collection faite par lui depuis des années. Chaque jour qu'au café, il lisait dans un journal un article réussi et selon ses idées, il achetait le journal, il le gardait. Il en avait ainsi un paquet énorme de toutes les dates et de tous les titres, empilés sans ordre aucun. Quand il eut sorti ce paquet du fond de la malle, il donna dessus des tapes amicales, en disant aux 2 autres « Vous voyez ça ? Eh bien, c'est à papa. Personne ne peut se flatter d'avoir quelque chose d'aussi chouette. Ce qu'il y a là-dedans, vous ne vous l'imaginez pas. C'est-à-dire que, si on appliquait la moitié de ses idées, ça nettoierait du coup la société. Oui, votre empereur et tous ses roussins boiraient un bouillon. » Mais il fut interrompu par le sergent de ville, dont les moustaches et l'impériale rouge remuaient dans sa face blême. « Et l'armée ? Dites donc, qu'est-ce que vous en faites ?» Alors Lantier s'emporta. Il criait en donnant des coups de poing sur ses journaux. « Je veux la suppression du militarisme, la fraternité des peuples. Je veux l'abolition des privilèges, des titres et des monopoles. Je veux l'égalité des salaires, la répartition des bénéfices, la glorification du prolétariat. Toutes les libertés, entendez-vous ? Toutes. Et le divorce. » « Oui, oui, le divorce, pour la morale, » appuya Boche. Poisson avait pris un air majestueux. Il répondit « Pourtant, si je n'en veux pas de vos libertés, je suis bien libre. »« Si vous n'en voulez pas, bégaya Lantier, que la passion étranglait. « Non, vous n'êtes pas libre. Si vous n'en voulez pas, je vous foutrai à Cayenne, moi. Oui, à Cayenne, avec votre empereur et tous les cochons de sa bande. » Ils s'empoignaient ainsi à chacune de leurs rencontres. Gervaise, qui n'aimait pas les discussions, intervenait d'ordinaire. Elle sortit de la torpeur où la plongeait la vue de la malle, toute pleine du parfum gâté de son ancien amour. Et elle montra les verres aux 3 hommes. « C'est vrai, » dit Lantier, subitement calmé, prenant son verre. « À la vôtre. »« À la vôtre, » répondirent Boche et Poisson, qui trinquèrent avec lui. Cependant, Boche se dandinait, travaillé par une inquiétude, regardant le sergent de ville du coin de l'œil. « Tout ça entre nous, n'est-ce pas, monsieur Poisson ?» murmura-t-il enfin. « On vous montre et on vous dit des choses. » Mais Poisson ne le laissa pas achever. Il mit la main sur son cœur, comme pour expliquer que tout restait là. Il n'allait pas moucharder des amis, bien sûr. Coupeau étant arrivé, on vida un second litre. Le sergent de ville fila ensuite par la cour, reprit sur le trottoir sa marche raide et sévère, à pas comptés. Dans les premiers temps, tout fut en l'air chez la blanchisseuse. Lantier avait bien sa chambre séparée, son entrée, sa clé. Mais, comme au dernier moment, on s'était décidé à ne pas condamner la porte de communication, il arrivait que, le plus souvent, il passait par la boutique. Le linge sale aussi embarrassait beaucoup Gervaise, car son mari ne s'occupait pas de la grande caisse dont il avait parlé. Et elle se trouvait réduite à fourrer le linge un peu partout, dans les coins, principalement sous son lit, ce qui manquait d'agrément pendant les nuits d'été. Enfin, elle était très ennuyée d'avoir chaque soir à faire le lit d'Étienne au beau milieu de la boutique. Lorsque les ouvrières veillaient, l'enfant dormait sur une chaise en attendant. Aussi, Goujet lui ayant parlé d'envoyer Étienne à Lille, où son ancien patron, un mécanicien, demandait des apprentis, elle fut séduite par ce projet. D'autant plus que le gamin, peu heureux à la maison, désireux d'être son maître, la suppliait de consentir. Seulement,
elle craignait un refus net de la part de Lantier. Il était venu habiter chez eux uniquement pour se rapprocher de son fils. Il n'allait pas vouloir le perdre juste 15 jours après son installation. Pourtant, quand elle lui parla en tremblant de l'affaire, il approuva beaucoup l'idée, disant que les jeunes ouvriers ont besoin de voir du pays. Le matin où Étienne partit, il lui fit un discours sur ses droits, puis il l'embrassa et il déclama « Souviens-toi que le producteur n'est pas un esclave, mais que quiconque n'est pas un producteur est un frelon. » Alors, le train-train de la maison reprit. Tout se calma et s'assoupit dans de nouvelles habitudes. Gervaise s'était accoutumée à la débandade du linge sale, aux allées et venues de Lantier. Celui-ci parlait toujours de ses grandes affaires. Il sortait parfois, bien peigné, avec du linge blanc, disparaissait, découchait même, puis rentrait en affectant d'être éreinté, d'avoir la tête cassée, comme s'il venait de discuter 24 heures durant les plus graves intérêts. La vérité était qu'il la coulait douce. Oh, il n'y avait pas de danger qu'il empoignât des durillons aux mains. Il se levait d'ordinaire vers 10 heures, faisait une promenade l'après-midi, si la couleur du soleil lui plaisait, ou bien, les jours de pluie, restait dans la boutique où il parcourait son journal. C'était son milieu. Il crevait d'aise parmi les jupes, se fourrait au plus épais des femmes, adorant leurs gros mots, les poussant à en dire, tout en gardant lui-même un langage choisi. Et ça expliquait pourquoi il aimait tant à se frotter aux blanchisseuses, des filles pas bégueules. Lorsque Clémence lui dévidait son chapelet, il demeurait tendre et souriant, en tordant ses minces moustaches. L'odeur de l'atelier, ces ouvrières en sueur qui tapaient les fers de leurs bras nus, tout ce coin pareil à une alcôve où tramait le déballage des dames du quartier, semblait être pour lui le trou rêvé, un refuge longtemps cherché de paresse et de jouissance. Dans les premiers temps, Lantier mangeait chez François, au coin de la rue des Poissonniers. Mais, sur les 7 jours de la semaine, il dînait avec les Coupeau 3 et 4 fois. Si bien qu'il finit par leur offrir de prendre pension chez eux. Il leur donnerait 15 francs chaque samedi. Alors, il ne quitta plus la maison. Il s'installa tout à fait. On le voyait du matin au soir aller de la boutique à la chambre du fond, en bras de chemise, haussant la voix, ordonnant. Il répondait même aux pratiques, et il menait la baraque. Le vin de François lui ayant déplu, il persuada à Gervaise d'acheter désormais son vin chez Vigourou, le charbonnier d'à côté, dont il allait pincer la femme avec Boche, en faisant les commandes. Puis ce fut le pain de Coudeloup, qu'il trouva mal cuit, et il envoya Augustine chercher le pain à la boulangerie viennoise du faubourg Poissonnière, chez Meyer. Il changea aussi le hongre, l'épicier, et ne garda que le boucher de la rue Polonceau, le gros Charles, à cause de ses opinions politiques. Au bout d'un mois, il voulut mettre toute la cuisine à l'huile. Comme disait Clémence en le blaguant, la tache d'huile reparaissait quand même chez ce sacré provençal. Il faisait lui-même les omelettes, des omelettes retournées des 2 côtés, plus rissolées que des crêpes, si fermes qu'on aurait dit des galettes. Il surveillait maman Coupeau, exigeant les beefsteaks très cuits, pareils à des semelles de souliers, ajoutant de l'ail partout, se fâchant si l'on coupait de la fourniture dans la salade. Des mauvaises herbes, criait-il, parmi lesquelles pouvait bien se glisser du poison. Mais son grand régal était un certain potage, du vermicelle cuit à l'eau, très épais, où il versait la moitié d'une bouteille d'huile. Lui seul en mangeait avec Gervaise, parce que les autres, les Parisiens, pour s'être un jour risqués à y goûter, avaient failli rendre tripes et boyaux. Peu à peu, Lantier en était venu également à s'occuper des affaires de la famille. Comme les Lorilleux rechignaient toujours pour sortir de leur poche les 100 sous de la maman Coupeau, il avait expliqué qu'on pouvait leur intenter un procès. Est-ce qu'il se fichait du monde ? C'était 10 francs qu'il devait donner par mois. Et il montait lui-même chercher les 10 francs, d'un air si hardi et si aimable, que la chaîniste n'osait pas les refuser. Maintenant, madame Lerat, elle aussi, donnait 2 pièces de 100 sous. Maman Coupeau aurait baisé les mains de Lantier, qui jouait en outre le rôle de grand arbitre, dans les querelles de la vieille femme et de Gervaise. Quand la blanchisseuse, prise d'impatience, rudoyait sa belle-mère, et que celle-ci allait pleurer sur son lit, il les bousculait toutes les 2, les forçait à s'embrasser, en leur demandant si elles croyaient amuser le monde avec leur bon caractère.
C'était comme Nana. On l'élevait joliment mal, à son avis. En cela, il n'avait pas tort, car lorsque le père tapait dessus, la mère soutenait la gamine, et lorsque la mère à son tour cognait, le père faisait une scène. Nana, ravie de voir ses parents se manger, se sentant excusée à l'avance, commettait les 119 coups. À présent, elle avait inventé d'aller jouer dans la maréchalerie en face. Elle se balançait la journée entière au brancard des charrettes. Elle se cachait avec des bandes de voyous au fond de la cour blafarde, éclairée du feu rouge de la forge. Et, brusquement, elle reparaissait, courant, criant, dépeignée et barbouillée, suivie de la queue des voyous, comme si une volée de marteaux venait de mettre ces saloperies d'enfants en fuite. Lantier seul pouvait la gronder. Et encore, elle savait joliment le prendre. Cette merdeuse de 10 ans marchait comme une dame devant lui, se balançait, le regardait de côté, les yeux déjà pleins de vices. Il avait fini par se charger de son éducation. Il lui apprenait à danser et à parler patois. Une année s'écoula de la sorte. Dans le quartier, on croyait que Lantier avait des rentes, car c'était la seule façon de s'expliquer le grand train des Coupeau. Sans doute, Gervaise continuait à gagner de l'argent, mais maintenant qu'elle nourrissait 2 hommes à ne rien faire, la boutique pour sûr ne pouvait suffire. D'autant plus que la boutique devenait moins bonne, des pratiques s'en allaient, les ouvrières godaillaient du matin au soir. La vérité était que Lantier ne payait rien, ni loyer, ni nourriture. Les premiers mois, il avait donné des acomptes. Puis, il s'était contenté de parler d'une grosse somme qu'il devait toucher, grâce à laquelle il s'acquitterait plus tard, en un coup. Gervaise n'osait plus lui demander un centime. Elle prenait le pain, le vin, la viande, à crédit. Les notes montaient partout. Ça marchait par des 3 francs et des 4 francs chaque jour. Elle n'avait pas allongé un sou aux marchands de meubles, ni aux 3 camarades, le maçon, le menuisier et le peintre. Tout ce monde commençait à grogner. On devenait moins poli pour elle dans les magasins. Mais elle était comme grisée par la fureur de la dette. Elle s'étourdissait, choisissait les choses les plus chères, se lâchait dans sa gourmandise depuis qu'elle ne payait plus. Et elle restait très honnête au fond, rêvant de gagner du matin au soir des centaines de francs. Elle ne savait pas trop de quelle façon, pour distribuer des poignées de pièces de 100 sous à ses fournisseurs. Enfin, elle s'enfonçait, et à mesure qu'elle dégringolait, elle parlait d'élargir ses affaires. Pourtant, vers le milieu de l'été, la grande Clémence était partie parce qu'il n'y avait pas assez de travail pour 2 ouvrières et qu'elle attendait son argent pendant des semaines. Au milieu de cette débâcle, Coupeau et Lantier se faisaient des joues. Les gaillards, attablés jusqu'au menton, bouffaient la boutique, s'engraissaient de la ruine de l'établissement. Et ils s'excitaient l'un l'autre à mettre les morceaux doubles, et ils se tapaient sur le ventre en rigolant, au dessert, histoire de digérer plus vite. Dans le quartier, le grand sujet de conversation était de savoir si réellement Lantier s'était remis avec Gervaise. Là-dessus, les avis se partageaient. À entendre les Lorilleux, la Bamban faisait tout pour repincer le chapelier, mais lui ne voulait plus d'elle, la trouvait trop décatie, avait en ville des petites filles d'une frimousse autrement torchée. Selon les Boches, au contraire, la blanchisseuse, dès la première nuit, s'en était allée retrouver son ancien époux, aussitôt que ce Jean-Jean de Coupeau avait ronflé. Tout ça, d'une façon comme d'une autre, ne semblait guère propre. Mais il y a tant de saletés dans la vie, et de plus grosses, que les gens finissaient par trouver ce ménage à 3 naturel, gentil même, car on ne s'y battait jamais, et les convenances étaient gardées. Certainement, si l'on avait mis le nez dans d'autres intérieurs du quartier, on se serait empoisonné davantage. Au moins, chez les Coupeau, ça sentait les bons enfants. Tous les 3 se livraient à leur petite cuisine, se culottaient et couchottaient ensemble à la papa, sans empêcher les voisins de dormir. Puis, le quartier restait conquis par les bonnes manières de Lantier. Cet enjôleur fermait le bec à toutes les bavardes. Même, dans le doute où l'on se trouvait, de ses rapports avec Gervaise, quand la fruitière niait les rapports devant la tripière, celle-ci semblait dire que c'était vraiment dommage, parce qu'enfin, ça rendait les Coupeau moins intéressants. Cependant, Gervaise vivait tranquille de ce côté, ne pensait guère à ses ordures. Les choses en vinrent au point qu'on l'accusa de manquer de cœur. Dans la famille, on ne comprenait pas sa rancune contre le chapelier. Madame Lerat, qui adorait se fourrer entre les amoureux, venait tous les soirs, et elle traitait Lantier d'homme irrésistible,
dans les bras duquel les dames les plus huppées devaient tomber. Madame Boche n'aurait pas répondu de sa vertu si elle avait eu 10 ans de moins. Une conspiration sourde, continue, grandissait, poussait lentement Gervaise, comme si toutes les femmes autour d'elle avaient dû se satisfaire en lui donnant un amant. Mais Gervaise s'étonnait, ne découvrait pas chez Lantier tant de séduction. Sans doute, il était changé à son avantage. Il portait toujours un paletot, il avait pris de l'éducation dans les cafés et dans les réunions politiques. Seulement, elle, qui le connaissait bien, lui voyait jusqu'à l'âme par les 2 trous de ses yeux, et retrouvait là un tas de choses dont elle gardait un léger frisson. Enfin, si ça plaisait tant aux autres, pourquoi les autres ne se risquaient-elles pas à tâter du monsieur ? Ce fut ce qu'elle laissa entendre un jour à Virginie, qui se montrait la plus chaude. Alors, madame Lerat et Virginie, pour lui monter la tête, lui racontèrent les amours de Lantier et de la grande Clémence. Oui, elle ne s'était aperçue de rien, mais dès qu'elle sortait pour une course, le chapelier emmenait l'ouvrière dans sa chambre. Maintenant, on les rencontrait ensemble. Il devait l'aller voir chez elle. « Eh bien, dit la blanchisseuse, la voix un peu tremblante, qu'est-ce que ça peut me faire ?» Et elle regardait les yeux jaunes de Virginie, où des étincelles d'or luisaient, comme dans ceux des chats. Cette femme lui en voulait donc, qu'elle tâchait de la rendre jalouse. Mais la couturière prit son air bête en répondant « Ça ne peut rien vous faire, bien sûr. Seulement, vous devriez lui conseiller de lâcher cette fille avec laquelle il aura du désagrément. » Le pis était que Lantier se sentait soutenu et changeait de manière à l'égard de Gervaise. Maintenant, quand il lui donnait une poignée de main, il lui gardait un instant les doigts entre les siens. Il la fatiguait de son regard, fixait sur elle des yeux hardis, où elle lisait nettement ce qu'il lui demandait. S'il passait derrière elle, il enfonçait les genoux dans ses jupes, soufflait sur son cou, comme pour l'endormir. Pourtant, il attendit encore, avant d'être brutal et de se déclarer. Mais, un soir, se trouvant seul avec elle, il la poussa devant lui sans dire une parole, l'accula tremblante contre le mur, au fond de la boutique, et là voulut l'embrasser. Le hasard fit que Goujet entra juste à ce moment. Alors elle se débattit, s'échappa, et tous 3 échangèrent quelques mots, comme si de rien n'était. Goujet, la face toute blanche, avait baissé le nez, en s'imaginant qu'il les dérangeait, qu'elle venait de se débattre pour ne pas être embrassée devant le monde. Le lendemain, Gervaise piétina dans la boutique, très malheureuse, incapable de repasser un mouchoir. Elle avait le besoin de voir Goujet, de lui expliquer comment Lantier la tenait contre le mur. Mais, depuis qu'Étienne était à Lille, elle n'osait plus entrer à la forge, où Bec Salé, dit Bois sans soif, l'accueillait avec des rires sournois. Pourtant, l'après-midi, cédant à son envie, elle prit un panier vide. Elle partit sous le prétexte d'aller prendre des jupons chez sa pratique de la rue des Portes-Blanches. Puis, quand elle fut rue Marcadet, devant la fabrique de boulons, elle se promena à petits pas, comptant sur une bonne rencontre. Sans doute, de son côté, Goujet devait l'attendre, car elle n'était pas là depuis 5 minutes, qu'il sortit comme par hasard. « Tiens, vous êtes en course, dit-il en souriant faiblement. Vous rentrez chez vous ?» Il disait ça pour parler. Gervaise tournait justement le dos à la rue des Poissonniers, et ils montèrent vers Montmartre, côte à côte, sans se prendre le bras. Il devait avoir la seule idée de s'éloigner de la fabrique pour ne pas paraître se donner des rendez-vous devant la porte. La tête basse, il suivait la chaussée défoncée au milieu du ronflement des usines. Puis, à 200 pas, naturellement, comme s'ils avaient connu l'endroit, ils filèrent à gauche, toujours silencieux, et s'engagèrent dans un terrain vague. C'était, entre une scierie mécanique et une manufacture de boutons, une bande de prairies restées vertes, avec des plaques jaunes d'herbes grillées. Une chèvre, attachée à un piquet, tournait en bêlant. Au fond, un arbre mort s'émiettait au grand soleil. « Vrai, murmura Gervaise, on se croirait à la campagne. » Ils allèrent s'asseoir sous l'arbre mort. La blanchisseuse mit son panier à ses pieds. En face d'eux, la butte Montmartre étageait ses rangées de hautes maisons jaunes et grises, dans des touffes de maigre verdure. Et, quand ils renversaient la tête davantage, ils apercevaient le large ciel d'une pureté ardente sur la ville, traversé au nord par un vol de petits nuages blancs. Mais la vive lumière les éblouissait,
Il regardait au ras de l'horizon plat les lointains crayeux des faubourgs. Il suivait surtout la respiration du mince tuyau de la scierie mécanique, qui soufflait des jets de vapeur. Ses gros soupirs semblaient soulager leur poitrine oppressée. « Oui, » reprit Gervaise, embarrassée par leur silence. « Je me trouvais en course. J'étais sortie. » Après avoir tant souhaité une explication, tout d'un coup, elle n'osait plus parler. Elle était prise d'une grande honte. Et elle sentait bien, cependant, qu'ils étaient venus là d'eux-mêmes pour causer de ça. Même, ils en causaient sans avoir besoin de prononcer une parole. L'affaire de la veille restait entre eux comme un poids qui les gênait. Alors, prise d'une tristesse atroce, les larmes aux yeux, elle raconta l'agonie de madame Bijard, sa laveuse, morte le matin, après d'épouvantables douleurs. Ça venait d'un coup de pied que lui avait allongé Bijard, disait-elle d'une voix douce et monotone. Le ventre a enflé. Sans doute, il lui avait cassé quelque chose à l'intérieur. Mon Dieu, en 3 jours, elle a été tortillée. Ah, il y a, aux galères, des gredins qui n'en ont pas tant fait. Mais la justice aurait trop de besogne si elle s'occupait des femmes crevées par leur mari. Un coup de pied de plus ou de moins, n'est-ce pas? Ça ne compte pas, quand on en reçoit tous les jours. D'autant plus que la pauvre femme voulait sauver son homme de l'échafaud et expliquait qu'elle s'était abîmé le ventre en tombant sur un baquet. Elle a hurlé toute la nuit avant de passer. Le forgeron se taisait, arrachait des herbes dans ses poings crispés. Il n'y a pas 15 jours, continua Gervaise. Elle avait sevré son dernier, le petit Jules. Et c'est encore une chance, car l'enfant ne pâtira pas. N'importe. Voilà cette gamine de Laly chargée de 2 mioches. Elle n'a pas 8 ans, mais elle est sérieuse et raisonnable comme une vraie mère. Avec ça, son père la roue de coups. Ah, bien. On rencontre des êtres qui sont nés pour souffrir. Goujet la regarda et dit brusquement, les lèvres tremblantes. « Vous m'avez fait de la peine hier. »« Oh oui, beaucoup de peine. » Gervaise, pâlissant, avait joint les mains. Mais lui continuait. « Je sais, ça devait arriver. Seulement, vous auriez dû vous confier à moi, m'avouer ce qu'il en était, pour ne pas me laisser dans des idées. » Il ne put achever. Elle s'était levée en comprenant que Goujet la croyait remise avec Lantier, comme le quartier l'affirmait. Et, les bras tendus, elle cria « Non, non, je vous jure. Il me poussait. Il allait m'embrasser, c'est vrai, mais sa figure n'a pas même touché la mienne, et c'était la première fois qu'il essayait. Oh, tenez, sur ma vie, sur celle de mes enfants, sur tout ce que j'ai de plus sacré. » Cependant, le forgeron hochait la tête. Il se méfiait, parce que les femmes disent toujours non. Gervaise alors devint très grave, reprit lentement. « Vous me connaissez, monsieur Goujet, je ne suis guère menteuse. Eh bien, non, ce n'est pas ma parole d'honneur. Jamais ça ne sera, entendez-vous, jamais. Le jour où ça arriverait, je deviendrai la dernière des dernières. Je ne mériterai plus l'amitié d'un honnête homme comme vous. » Et elle avait, en parlant, une si belle figure, toute pleine de franchise, qui lui prit la main et la fit rasseoir. Maintenant, il respirait à l'aise, il riait en dedans. C'était la première fois qu'il lui tenait la main et qu'il la serrait dans la sienne. Tous deux restèrent muets. Au ciel, le vol de nuages blancs nageait avec une lenteur de cygne. Dans le coin du champ, la chèvre, tournée vers eux, les regardait en poussant à de longs intervalles réguliers un bêlement très doux. Et, sans se lâcher les doigts, les yeux noyés d'attendrissement, il se perdait au loin, sur la pente de Montmartre blafard, au milieu de la haute futaie des cheminées d'usines rayant l'horizon, dans cette banlieue plâtreuse et désolée où les bosquets verts des cabarets borgnes les touchaient jusqu'aux larmes. « Votre mère m'en veut, je le sais, » reprit Gervaise à voix basse. « Ne dites pas non. Nous vous devons tant d'argent.
Mais lui se montra brutal pour la faire taire. Il lui secoua la main à la briser. Il ne voulait pas qu'elle parlât de l'argent. Puis, il hésita. Il bégaya enfin. « Écoutez, il y a longtemps que je songe à vous proposer une chose. Vous n'êtes pas heureuse. Ma mère assure que la vie tourne mal pour vous. » Il s'arrêta, un peu étouffé. « Eh bien, il faut nous en aller ensemble. » Elle le regarda, ne comprenant pas nettement d'abord, surprise par cette rude déclaration d'un amour dont il n'avait jamais ouvert les lèvres. « Comment ça ?» demanda-t-elle. « Oui, continua-t-il, la tête basse. Nous nous en irions. Nous vivrions quelque part, en Belgique, si vous voulez. C'est presque mon pays. En travaillant tous les deux, nous serions vite à notre aise. » Alors, elle devint très rouge. Il l'aurait prise contre lui pour l'embrasser, qu'elle aurait eu moins de honte. C'était un drôle de garçon tout de même, de lui proposer un enlèvement, comme cela se passe dans les romans et dans la haute société. Eh bien, autour d'elle, elle voyait des ouvriers faire la cour à des femmes mariées, mais ils ne les menaient pas même à Saint-Denis, ça se passait sur place, et carrément. « Ah, monsieur Goujet, murmurait-elle, sans trouver autre chose. « Enfin, voilà, nous ne serions que tous les deux, reprit-il. Les autres me gênent, vous comprenez ? Quand j'ai de l'amitié pour une personne, je ne peux pas voir cette personne avec d'autres. » Mais elle se remettait, elle refusait maintenant, d'un air raisonnable. « Ce n'est pas possible, monsieur Goujet, ce serait très mal. Je suis mariée, n'est-ce pas ? J'ai des enfants. Je sais bien que vous avez de l'amitié pour moi et que je vous fais de la peine. Seulement, nous aurions des remords. Nous ne goûterions pas de plaisir. Moi aussi, j'éprouve de l'amitié pour vous. J'en éprouve trop pour vous laisser commettre des bêtises. Et ce seraient des bêtises, bien sûr. Non, voyez-vous, il vaut mieux demeurer comme nous sommes. Nous nous estimons, nous nous trouvons d'accord de sentiments. C'est beaucoup, ça m'a soutenu plus d'une fois. Quand on reste honnête dans notre position, on en est joliment récompensé. » Il hochait la tête en l'écoutant. Il l'approuvait, il ne pouvait pas dire le contraire. Brusquement, dans le grand jour, il la prit entre ses bras, la serra à l'écraser, lui posa un baiser furieux sur le cou, comme s'il avait voulu lui manger la peau. Puis, il la lâcha, sans demander autre chose, et il ne parla plus de leur amour. Elle se secouait, elle ne se fâchait pas, comprenant que tous deux avaient bien gagné ce petit plaisir. Le forgeron, cependant, secoué de la tête aux pieds par un grand frisson, s'écartait d'elle pour ne pas céder à l'envie de la reprendre. Et il se traînait sur les genoux, ne sachant à quoi occuper ses mains, cueillant des fleurs de pissenlit qu'il jetait de loin dans son panier. Il y avait là, au milieu de la nappe d'herbes brûlées, des pissenlits jaunes superbes. Peu à peu, ce jeu le calma, l'amusa. De ses doigts raidis par le travail du marteau, il cassait délicatement les fleurs, les lançait une à une, et ses yeux de bon chien riaient, lorsqu'il ne manquait pas la corbeille. La blanchisseuse s'était adossée à l'arbre mort, gaie et reposée, haussant la voix pour se faire entendre, dans l'haleine forte de la scierie mécanique. Quand ils quittèrent le terrain vague, côte à côte, en causant d'Étienne, qui se plaisait beaucoup à l'île, elle emporta son panier plein de fleurs de pissenlit. Au fond, Gervaise ne se sentait pas devant Lantier, si courageuse qu'elle le disait. Certes, elle était bien résolue à ne pas lui permettre de la toucher seulement du bout des doigts. Mais elle avait peur, s'il la touchait jamais, de sa lâcheté ancienne, de cette mollesse et de cette complaisance auxquelles elle se laissait aller pour faire plaisir au monde. Lantier, pourtant, ne recommença pas sa tentative. Il se trouva plusieurs fois seul avec elle et se tint tranquille. Il semblait maintenant occupé de la tripière, une femme de 45 ans, très bien conservée. Gervaise, devant Goujet, parlait de la tripière, afin de le rassurer. Elle répondait à Virginie et à Madame Lerat, quand celle-ci faisait l'éloge du chapelier,
qu'il pouvait bien se passer de son admiration, puisque toutes les voisines avaient des béguins pour lui. Coupeau, dans le quartier, gueulait que Lantier était un ami, un vrai. On pouvait baver sur leur compte, lui savait ce qu'il savait, se fichait du bavardage, du moment où il avait l'honnêteté de son côté. Quand ils sortaient tous les trois, le dimanche, il obligeait sa femme et le chapelier à marcher devant lui, bras dessus, bras dessous, histoire de crâner dans la rue. Et il regardait les gens, tout prêts à leur administrer un « va te laver » s'il s'était permis la moindre rigolade. Sans doute, il trouvait Lantier un peu fiéraud, l'accusait de faire sa Sophie devant le vitriol, le blaguait parce qu'il savait lire et qu'il parlait comme un avocat. Mais, à part ça, il le déclarait un bougre à poil. On n'en aurait pas trouvé deux aussi solides dans la chapelle. Enfin, ils se comprenaient, ils étaient bâtis l'un pour l'autre. L'amitié avec un homme, c'est plus solide que l'amour avec une femme. Il faut dire une chose, Coupeau et Lantier se payaient ensemble des noces à tout casser. Lantier, maintenant, empruntait de l'argent à Gervaise, des 10 francs, des 20 francs, quand il sentait de la monnaie dans la maison. C'était toujours pour ses grandes affaires. Puis, ces jours-là, il débauchait Coupeau, parlait d'une longue course, l'emmenait, et, attablé nez à nez au fond d'un restaurant voisin, il se flanquait par le coco des plats qu'on ne peut manger chez soi, arrosés de vin cacheté. Le zingueur aurait préféré des ribottes dans le chic bon enfant. Mais il était impressionné par les goûts d'aristo du chapelier, qui trouvait sur la carte des noms de sauces extraordinaires. On n'avait pas idée d'un homme si douillet, si difficile. Ils sont tous comme ça, paraît-il, dans le Midi. Ainsi, il ne voulait rien d'échauffant. Il discutait chaque fricot au point de vue de la santé, faisant remporter la viande lorsqu'elle lui semblait trop salée ou trop poivrée. C'était encore pis pour les courants d'air. Il en avait une peur bleue. Il engueulait tout l'établissement si une porte restait entr'ouverte. Avec ça, très chien, donnant 2 sous aux garçons pour des repas de 7 et 8 francs. N'importe, on tremblait devant lui, on les connaissait bien sur les boulevards extérieurs, des Batignolles à Belleville. Ils allaient, grande rue des Batignolles, manger des tripes à la mode de Caen, qu'on leur servait sur de petits réchauds. En bas de Montmartre, ils trouvaient les meilleures huîtres du quartier, à la ville de Bar-le-Duc. Quand ils se risquaient en haut de la butte jusqu'au moulin de la Galette, on leur faisait sauter un lapin. Rue des Martyrs, les Lilas avaient la spécialité de la tête de veau, tandis que, chaussée Clignancourt, les restaurants du Lion d'Or et des 2 Marronniers leur donnaient des rognons sautés à se lécher les doigts. Mais ils tournaient plus souvent à gauche, du côté de Belleville, avaient leur table gardée aux vendanges de Bourgogne, aux cadrans bleus, aux capucins, des maisons de confiance où l'on pouvait demander de tout, les yeux fermés. C'étaient des parties sournoises dont il parlait le lendemain matin à mots couverts, en chipotant les pommes de terre de Gervaise. Même un jour, dans un bosquet du moulin de la Galette, Lantier amena une femme, avec laquelle Coupeau le laissa au dessert. Naturellement, on ne peut pas nocer et travailler. Aussi, depuis l'entrée du chapelier dans le ménage, le zingueur, qui fainéantait déjà pas mal, en était arrivé à ne plus toucher un outil. Quand il se laissait encore embaucher, las de traîner ses savates, le camarade le relançait au chantier, le blaguait à mort en le trouvant pendu au bout de sa corde à nœuds comme un jambon fumé. Et il lui criait de descendre prendre un canon. C'était réglé. Le zingueur lâchait l'ouvrage, commençait une bordée qui durait des journées et des semaines. Oh, par exemple, des bordées fameuses. Une revue générale de tous les mastroquets du quartier, la saoulerie du matin cuvée à midi et repincée le soir, les tournées de casse-poitrine se succédant, se perdant dans la nuit, pareilles aux lampions d'une fête, jusqu'à ce que la dernière chandelle s'éteignît avec le dernier verre. Cet animal de chapelier n'allait jamais jusqu'au bout. Il laissait l'autre s'allumer, le lâchait, rentrait en souriant de son air aimable. Lui se piquait le nez proprement, sans qu'on s'en aperçût. Quand on le connaissait bien, ça se voyait seulement à ses yeux plus minces et à ses manières plus entreprenantes auprès des femmes. Le zingueur, au contraire, devenait dégoûtant, ne pouvait plus boire sans se mettre dans un état ignoble. Ainsi, vers les premiers jours de novembre, Coupeau tira une bordée qui finit d'une façon tout à fait sale pour lui et pour les autres.
La veille, il avait trouvé de l'ouvrage. Lantier, cette fois-là, était plein de beaux sentiments. Il prêchait le travail, attendu que le travail ennoblit l'homme. Même, le matin, il se leva à la lampe. Il voulut accompagner son ami au chantier, gravement, honorant en lui l'ouvrier vraiment digne de ce nom. Mais, arrivés devant la petite civette qui ouvrait, ils entrèrent prendre une prune. Rien qu'une. Dans le seul but d'arroser ensemble la ferme résolution d'une bonne conduite. En face du comptoir, sur un banc, Bibi la Grillade, le dos contre le mur, fumait sa pipe d'un air maussade. « Tiens, Bibi qui fait sa panthère, dit Coupeau. On a donc la flemme, ma vieille ?»« Non, non, répondit le camarade en s'étirant les bras. Ce sont les patrons qui vous dégoûtent. J'ai lâché le mien hier. Tous de la crapule, de la canaille. » Et Bibi la Grillade accepta une prune. Il devait être là, sur le banc, à attendre une tournée. Cependant, Lantier défendait les patrons. Ils avaient parfois joliment du mal. Il en savait quelque chose, lui qui sortait des affaires. De la jolie fripouille, les ouvriers, toujours en os, se fichant de l'ouvrage, vous lâchant au beau milieu d'une commande, reparaissant quand leur monnaie est nettoyée. Ainsi, il avait eu un petit Picard, dont la toquade était de se trimballer en voiture. Oui, dès qu'il touchait sa semaine, il prenait des fiacres pendant des journées. Est-ce que c'était là un goût de travailleur ? Puis, brusquement, Lantier se mit à attaquer aussi les patrons. Oh, il voyait clair, il disait ses vérités à chacun. Une sale race, après tout. Des exploiteurs sans vergogne, des mangeurs de monde. Lui, Dieu merci, pouvait dormir la conscience tranquille, car il s'était toujours conduit en ami avec ses hommes et avait préféré ne pas gagner des millions comme les autres. « Filons, mon petit, dit-il en s'adressant à Coupeau. Il faut être sage, nous serions en retard. » Bibi la Grillade, les bras ballants, sortit avec eux. Dehors, le jour se levait à peine. Un petit jour sali par le reflet boueux du pavé. Il avait plu la veille. Il faisait très doux. On venait d'éteindre les becs de gaz. La rue des Poissonniers, où des lambeaux de nuit étranglés par les maisons flottaient encore, s'emplissait du sourd piétinement des ouvriers descendant vers Paris. Coupeau, son sac de zingueur passé à l'épaule, marchait de l'air esbrouffeur d'un citoyen qui est d'attaque, une fois par hasard. Il se tourna, il demanda « Bibi, veux-tu qu'on t'embauche ? Le patron m'a dit d'amener un camarade, si je pouvais. »« Merci, répondit Bibi la Grillade. Je me purge. Faut proposer ça à mes bottes, qui cherchaient hier une baraque. Attends, mes bottes est bien sûr là-dedans. » Et, comme ils arrivaient au bas de la rue, ils aperçurent en effet mes bottes chez le père Colombe. Malgré l'heure matinale, l'assommoir flambait, les volets enlevés, le gaz allumé. Lantier resta sur la porte, en recommandant à Coupeau de se dépêcher, parce qu'ils avaient tout juste 10 minutes. « Comment ? Tu vas chez ce roussin de Bourguignon ?» cria Mes-Bottes, quand le zingueur lui eut parlé. « Plus souvent qu'on me pince dans cette boîte. Non, j'aimerais mieux tirer la langue jusqu'à l'année prochaine. Mais, mon vieux, tu ne resteras pas là 3 jours, c'est moi qui te le dis. »« Vrai ? Une sale boîte ? » demanda Coupeau inquiet. « Oh, tout ce qu'il y a de plus sale. On ne peut pas bouger. Le singe est sans cesse sur votre dos. Et avec ça, des manières. Une bourgeoise qui vous traite de soulard, une boutique où il est défendu de cracher. Je les ai envoyés dinguer le premier soir, tu comprends ? Bon, me voilà prévenu. Je ne mangerai pas chez eux un boisseau de sel. J'en vais tâter ce matin. Mais si le patron m'embête, je te le ramasse et je te l'assois sur sa bourgeoise. Tu sais, collé comme une paire de soles. » Le zingueur secouait la main du camarade pour le remercier de son bon renseignement. Et il s'en allait quand Mes-Bottes se fâcha. « Tonnerre de Dieu, est-ce que le Bourguignon allait les empêcher de boire la goutte ? Les hommes n'étaient plus des hommes, alors ? Le singe pouvait bien attendre 5 minutes. » Et Lantier entra pour accepter la tournée. Les 4 ouvriers se tinrent debout devant le comptoir. Cependant, Mes-Bottes, avec ses souliers éculés, sa blouse noire d'ordure, sa casquette aplatie sur le sommet du crâne,
gueulait fort et roulait des yeux de maître dans l'assommoir. Il venait d'être proclamé empereur des pochards et roi des cochons, pour avoir mangé une salade de hannetons vivants et mordu dans un chat crevé. « Dites donc, espèce de Borgia !» cria-t-il au père Colombe. « Donnez-nous de la jaune, de votre pissa d'âne premier numéro. » Et quand le père Colombe, blême et tranquille dans son tricot bleu, eut empli les 4 verres, ces messieurs les vidèrent d'une lampée, histoire de ne pas laisser le liquide s'éventer. « Ça fait tout de même du bien où ça passe, » murmura Bibi-la-Grillade. Mais cet animal de Mes-Bottes en racontait une comique. Le vendredi, il était si saoul que les camarades lui avaient scellé sa pipe dans le bec avec une poignée de plâtre. Un autre en serait crevé, lui gonflait le dos et se pavanait. « Ces messieurs ne renouvellent pas ?» demanda le père Colombe de sa voix grasse. « Si, redoublez-nous ça, dit Lantier. C'est mon tour. » Maintenant, on causait des femmes. Bibi-la-Grillade, le dernier dimanche, avait mené sa scie à Montrouge, chez une tante. Coupeau demanda des nouvelles de la Malle des Indes, une blanchisseuse de Chaillot, connue dans l'établissement. On allait boire, quand Mes-Bottes, violemment, appela Goujet et Lorilleux qui passaient. Ceux-ci vinrent jusqu'à la porte et refusèrent d'entrer. Le forgeron ne sentait pas le besoin de prendre quelque chose. Le chaîniste, blafard, grelottant, serrait dans sa poche les chaînes d'or qu'il reportait. Et il toussait, il s'excusait en disant qu'une goutte d'eau-de-vie le mettait sur le flanc. « En voilà, des cafards !» grogna Mes-Bottes. « Ça doit licher dans les coins !» Et quand il eut mis le nez dans son verre, il attrapa le père Colombe. « Vieille drogue, tu as changé de litre !»« Tu sais, ce n'est pas avec moi qu'il faut maquiller ton vitriol !» Le jour avait grandi. Une clarté louche éclairait l'assommoir, dont le patron éteignait le gaz. Coupeau, pourtant, excusait son beau-frère, qui ne pouvait pas boire, ce dont, après tout, on n'avait pas à lui faire un crime. Il approuvait même Goujet, attendu que c'était un honneur de ne jamais avoir soif. Et il parlait d'aller travailler, lorsque Lantier, avec son grand air d'homme comme il faut, lui infligea une leçon. On payait sa tournée, au moins, avant de se cavaler. On ne lâchait pas des amis comme un pleutre, même pour se rendre à son devoir. « Est-ce qu'il va nous bassiner longtemps avec son travail ?» cria Mes-Bottes. « Alors, c'est la tournée de monsieur ?» demanda le père Colombe à Coupeau. Celui-ci paya sa tournée. Mais, quand vint le tour de Bibi-la-Grillade, il se pencha à l'oreille du patron, qui refusa d'un lent signe de tête. Mes-Bottes comprit et se remit à invectiver cet entortillé de père Colombe. Comment une bride de son espèce se permettait de mauvaises manières à l'égard d'un camarade ? Tous les marchands de coco faisaient l'œil. Il fallait venir dans les mines à poivre pour être insulté. Le patron restait calme, se balançait sur ses gros poings au bord du comptoir, en répétant poliment. « Prêtez de l'argent à monsieur, ce sera plus simple. »« Nom de Dieu ! Oui, je lui en prêterai !» hurla Mes-Bottes. « Tiens, Bibi, jette-lui sa monnaie à travers la gueule, à ce vendu. » Puis, lancé, agacé par le sac que Coupeau avait gardé à son épaule, il continua en s'adressant aux zingueurs. « T'as l'air d'une nourrice. Lâche ton poupon, ça rend bossu. » Coupeau hésita un instant, et, paisiblement, comme s'il s'était décidé après de mûres réflexions, il posa son sac par terre, en disant « Il est trop tard, à 7 heures. J'irai chez Bourguignon après le déjeuner. Je dirai que ma bourgeoise a eu des coliques. Écoutez, père Colombe, je laisse mes outils sous cette banquette. Je les reprendrai à midi. » Lantier, d'un hochement de tête, approuva cet arrangement. On doit travailler, ça ne fait pas un doute. Seulement, quand on se trouve avec des amis, la politesse passe avant tout. Un désir de godaille les avait peu à peu chatouillés et engourdis tous les 4, les mains lourdes, se tâtant du regard. Et, dès qu'ils eurent 5 heures de flâne devant eux, ils furent pris brusquement d'une joie bruyante. Ils s'allongèrent des claques, se gueulèrent des mots de tendresse dans la figure. Coupeau, surtout, soulagé, rajeuni, qui appelait les autres « ma vieille branche ». On se mouilla encore d'une tournée générale. Puis on alla à la puce qui renifle,
un petit bousingot où il y avait un billard. Le chapelier fit un instant son nez, parce que c'était une maison pas très propre. Le schnick y valait 1 franc le litre, 10 sous une chopine en 2 verres, et la société de l'endroit avait commis tant de saleté sur le billard que les billes y restaient collées. Mais la partie une fois engagée, Lantier, qui avait un coup de queue extraordinaire, retrouva sa grâce et sa belle humeur, développant son torse, accompagnant d'un effet de hanche chaque carambolage. Lorsque vint l'heure du déjeuner, Coupeau eut une idée. Il tapa des pieds en criant « Faut aller prendre Bec Salé, je sais où il travaille. Nous l'emmènerons manger des pieds à la Poulette, chez la mère Louis. » L'idée fut acclamée. Oui, Bec Salé, dit Bois sans soif, devait avoir besoin de manger des pieds à la Poulette. Ils partirent. Les rues étaient jaunes, une petite pluie tombait, mais ils avaient déjà trop chaud à l'intérieur pour sentir ce léger arrosage sur leurs abattis. Coupeau les mena rue Marcadet à la fabrique de boulons. Comme ils arrivaient, une grosse demi-heure avant la sortie, le zingueur donna 2 sous à un gamin pour entrer dire à Bec Salé que sa bourgeoise se trouvait mal et le demandait tout de suite. Le forgeron parut aussitôt en se dandinant, l'air bien calme, le nez flairant un gueuleton. « Ah, les chelards !» dit-il, dès qu'il les aperçut cachés sous une porte. « J'ai senti ça. Hein ? Qu'est-ce qu'on mange ?» Chez la mère Louis, tout en suçant les petits os des pieds, on tapa de nouveau sur les patrons. Bec Salé, dit Bois sans soif, racontait qu'il y avait une commande pressée dans sa boîte. Oh, le singe était coulant pour le quart d'heure. On pouvait banquer à l'appel, il restait gentil. Il devait s'estimer encore bien heureux quand on revenait. D'abord, il n'y avait pas de danger qu'un patron osât jamais flanquer dehors Bec Salé, dit Bois sans soif, parce qu'on n'en trouvait plus, des cadets de sa capacité. Après les pieds, on mangea une omelette. Chacun but son litre. La mère Louis faisait venir son vin de l'Auvergne, un vin couleur de sang qu'on aurait coupé au couteau. Ça commençait à être drôle. La bordée s'allumait. « Qu'est-ce qu'il a ? Ah, mon moutardé, cet encloué de singe !» cria Bec Salé au dessert. « Est-ce qu'il ne vient pas d'avoir l'idée d'accrocher une cloche dans sa baraque ? Une cloche ! C'est bon pour des esclaves. Ah bien, elle peut sonner aujourd'hui. Du tonnerre si l'on me repince à l'enclume. Voilà 5 jours que je me la foule. Je puis bien le balancer. S'il me fiche un abattage, je l'envoie à Chaillot. » « Moi, dit Coupeau d'un air important, je suis obligé de vous lâcher. Je vais travailler. Oui, j'ai juré à ma femme. Amusez-vous, je reste de cœur avec les camaros, vous savez. » Les autres blaguaient, mais lui semblait si décidé que tous l'accompagnèrent quand il parla d'aller chercher ses outils chez le père Colombe. Il prit son sac sous la banquette, le posa devant lui, pendant qu'on buvait une dernière goutte. À 1 heure, la société s'offrait encore des tournées. Alors, Coupeau, d'un geste d'ennui, reporta les outils sous la banquette. Il le gênait. Il ne pouvait pas s'approcher du comptoir sans buter dedans. C'était trop bête. Il irait le lendemain chez Bourguignon. Les 4 autres, qui se disputaient à propos de la question des salaires, ne s'étonnèrent pas. Lorsque le zingueur, sans explication, leur proposa un petit tour sur le boulevard pour se dérouiller les jambes. La pluie avait cessé. Le petit tour se borna à faire 200 pas sur une même file, les bras ballants. Et il ne trouvait plus un mot, surpris par l'air, ennuyé d'être dehors. Lentement, sans avoir seulement à se consulter du coude, ils remontèrent d'instinct la rue des Poissonniers, où ils entrèrent chez François prendre un canon de la bouteille. Vrai, ils avaient besoin de ça pour se remettre. On tournait trop à la tristesse dans la rue. Il y avait une boue à ne pas flanquer un sergent de ville à la porte. Lantier poussa les camarades dans le cabinet, un coin étroit occupé par une seule table et qu'une cloison aux vitres dépolies séparait de la salle commune. Lui, d'ordinaire, se piquait le nez dans les cabinets parce que c'était plus convenable. Est-ce que les camarades n'étaient pas bien, là ? On se serait cru chez soi, on y aurait fait dodo sans se gêner. Il demanda le journal, l'étala tout grand, le parcourut, les sourcils froncés. Coupeau et mes bottes avaient commencé un piquet. 2 litres et 5 verres traînaient sur la table. « Eh bien, qu'est-ce qu'il chante ?
dans ce papier-là » demanda Bibi la Grillade au chapelier. Il ne répondit pas tout de suite. Puis, sans lever les yeux, « Je tiens la chambre. En voilà des républicains de 4 sous, ces sacrés fainéants de la gauche. Est-ce que le peuple les nomme pour baver leur eau sucrée ? Il croit en Dieu, celui-là, et il fait des mamours à ces canailles de ministres. Moi, si j'étais nommé, je monterais à la tribune et je dirais « Merde ! Oui, pas davantage. C'est mon opinion. » Vous savez que Badinguet s'est fichu des claques avec sa bourgeoise, l'autre soir, devant toute sa cour, raconta Bec Salé, dit Bois sans soif. Ma parole d'honneur. Et à propos de rien, en s'asticotant. Badinguet était éméché. Lâchez-nous donc le coude avec votre politique, cria le zingueur. Lisez les assassinats, c'est plus rigolo. Et, revenant à son jeu, annonçant une tierce aux 9 et 3 dames. J'ai une tierce à l'égout et 3 colombes. Les cridolines ne me quittent pas. On vida les verres. Lantier se mit à lire tout haut. Un crime épouvantable vient de jeter l'effroi dans la commune de Gaillon, Seine-et-Marne. Un fils a tué son père à coups de bêche pour lui voler 30 sous. Tous poussèrent un cri d'horreur. En voilà un, par exemple, qu'il serait allé voir raccourcir avec plaisir. Non, la guillotine, ce n'était pas assez. Il aurait fallu le couper en petits morceaux. Une histoire d'infanticide les révolta également. Mais le chapelier, très moral, excusa la femme en mettant tous les torts du côté de son séducteur. Car enfin, si une crapule d'homme n'avait pas fait un gosse à cette malheureuse, elle n'aurait pas pu en jeter un dans les lieux d'aisance. Mais ce qui les enthousiasma, ce furent les exploits du marquis de T, sortant d'un bal à 2 heures du matin et se défendant contre 3 mauvaises guapes, boulevard des Invalides. Sans même retirer ses gants, il s'était débarrassé des 2 premiers scélérats avec des coups de tête dans le ventre et avait conduit le 3e au poste, par une oreille. Hein ? Quelle poigne ! C'était embêtant qu'il fût noble. « Écoutez ça, maintenant, » continua Lantier. « Je passe aux nouvelles de la Haute. La comtesse de Bretigny marie sa fille aînée au jeune baron de Valençay, aide de camp de sa majesté. Il y a dans la corbeille pour plus de 300 000 francs de dentelle. »« Qu'est-ce que ça nous fiche ?» interrompit Bibi la Grillade. « On ne leur demande pas la couleur de leur chemise. La petite a beau avoir de la dentelle, elle n'en verra pas moins la lune par le même trou que les autres. » Comme Lantier faisait mine d'achever sa lecture, Bec Salé, dit Bois sans soif, lui enleva le journal et s'assit dessus en disant « Oh non, assez, le voilà au chaud. Le papier, ce n'est bon qu'à ça. » Cependant, Mes-Bottes, qui regardait son jeu, donnait un coup de poing triomphant sur la table. Il faisait 93. « J'ai la Révolution !» cria-t-il. « Quinte mangeuse, portant son poing dans l'herbe à la vache. 20, n'est-ce pas ? Ensuite, tierce major dans les vitriers. 23. 3 bœufs, 26. 3 larbins, 29. 3 borgnes, 92. Et je joue en 1 de la République. 93. T'es rincé, mon vieux, crièrent les autres à Coupeau. On commanda 2 nouveaux litres. Les verres ne désemplissaient plus. La saoulerie montait. Vers 5 heures, ça commençait à devenir dégoûtant, si bien que Lantier se taisait et songeait à filer. Du moment où l'on gueulait et où l'on fichait le vin par terre, ce n'était plus son genre. Justement, Coupeau se leva pour faire le signe de croix des pochards. Sur la tête, il prononça Montparnasse. À l'épaule droite, Ménilmonte, à l'épaule gauche, la Courtille. Au milieu du ventre, Bagnolet, et dans le creux de l'estomac, 3 fois lapin sauté. Alors, le chapelier, profitant de la clameur soulevée par cet exercice, prit tranquillement la porte. Les camarades ne s'aperçurent même pas de son départ. Lui avait déjà un joli coup de sirop, mais dehors, il se secoua, il retrouva son aplomb, et il regagna tranquillement la boutique, où il raconta à Gervaise que Coupeau était avec des amis. 2 jours se passèrent. Le zingueur n'avait pas reparu. Il roulait dans le quartier, on ne savait pas bien où. Des gens, pourtant, disaient l'avoir vu chez la mère Baquet, au Papillon, au petit bonhomme qui tousse. Seulement, les uns assuraient qu'il était seul, tandis que les autres l'avaient rencontré en compagnie de 7 ou 8 soulards de son espèce.
Gervaise haussait les épaules d'un air résigné. Mon Dieu, c'était une habitude à prendre. Elle ne courait pas après son homme. Même si elle l'apercevait chez un marchand de vin, elle faisait un détour pour ne pas le mettre en colère. Et elle attendait qu'il rentrât, écoutant la nuit s'il ne ronflait pas à la porte. Il couchait sur un tas d'ordures, sur un banc, dans un terrain vague, en travers d'un ruisseau. Le lendemain, avec son ivresse mal cuvée de la veille, il repartait, tapait au volet des consolations, se lâchait de nouveau dans une course furieuse, au milieu des petits verres, des canons et des litres, perdant et retrouvant ses amis, poussant des voyages dont il revenait plein de stupeur, voyant danser les rues, tomber la nuit et naître le jour, sans autre idée que de boire et de cuver sur place. Lorsqu'il cuvait, c'était fini. Gervaise alla pourtant, le second jour, à l'assommoir du père Colombe, pour savoir. On l'y avait revu 5 fois, on ne pouvait pas lui en dire davantage. Elle dut se contenter d'emporter les outils restés sous la banquette. Lantier, le soir, voyant la blanchisseuse ennuyée, lui proposa de la conduire au café-concert, histoire de passer un moment agréable. Elle refusa d'abord. Elle n'était pas en train de rire. Sans cela, elle n'aurait pas dit non, car le chapelier lui faisait son offre d'un air trop honnête pour qu'elle se méfiât de quelque traîtrise. Il semblait s'intéresser à son malheur et se montrait vraiment paternel. Jamais Coupeau n'avait découché de nuit. Aussi, malgré elle, toutes les 10 minutes, venait-elle se planter sur la porte, sans lâcher son fer, regardant aux 2 bouts de la rue si son homme n'arrivait pas. Ça la tenait dans les jambes, à ce qu'elle disait, des picotements qui l'empêchaient de rester en place. Bien sûr, Coupeau pouvait se démolir un membre, tomber sous une voiture et y rester. Elle serait joliment débarrassée, elle se défendait de garder dans le cœur la moindre amitié pour un sale personnage de cette espèce. Mais, à la fin, c'était agaçant de toujours se demander s'il rentrerait ou s'il ne rentrerait pas. Et lorsqu'on alluma le gaz, comme Lantier lui parlait de nouveau du café-concert, elle accepta. Après tout, elle se trouvait trop bête de refuser un plaisir, lorsque son mari, depuis 3 jours, menait une vie de polichinelle. Puisqu'il ne rentrait pas, elle aussi allait sortir. La cambuse brûlerait si elle voulait. Elle aurait fichu en personne le feu au bazar, tant l'embêtement de la vie commençait à lui monter au nez. On dîna vite. En partant au bras du chapelier, à 8 heures, Gervaise pria maman Coupeau et Nana de se mettre au lit tout de suite. La boutique était fermée. Elle s'en alla par la porte de la cour et donna la clé à madame Boche, en lui disant que si son cochon rentrait, elle eut l'obligeance de le coucher. Le chapelier l'attendait sous la porte, bien mis, sifflant un air. Elle avait sa robe de soie. Ils suivirent doucement le trottoir, serrés l'un contre l'autre, éclairés par les coups de lumière des boutiques, qui les montraient, se parlant à demi-voix, avec un sourire. Le café-concert était boulevard de Rochechouart, un ancien petit café qu'on avait agrandi sur une cour par une baraque en planches. À la porte, un cordon de boules de verre dessinait un portique lumineux. De longues affiches, collées sur des panneaux de bois, se trouvaient posées par terre, au ras du ruisseau. « Nous y sommes, dit Lantier. Ce soir, début de mademoiselle Amanda, chanteuse de genre. » Mais il aperçut Bibi la Grillade, qui lisait également l'affiche. Bibi avait un œil au beurre noir, quelques coups de poing attrapés la veille. « Eh bien, et Coupeau ?» demanda le chapelier en cherchant autour de lui. « Vous avez donc perdu Coupeau ?»« Oh, il y a beau temps, depuis hier, » répondit l'autre. « On s'est allongé un coup de tampon en sortant de chez la mère Baquet. Moi, je n'aime pas les jeux de main. » « Vous savez, c'est avec le garçon de la mère Baquet qu'on a eu des raisons par rapport à 1 litre qu'il voulait nous faire payer 2 fois. Alors, j'ai filé. Je suis allé échauffer un brin. » Il bâillait encore. Il avait dormi 18 heures. D'ailleurs, il était complètement dégrisé, l'air abêti, sa vieille veste pleine de duvet, car il devait s'être couché dans son lit tout habillé. « Et vous ne savez pas où est mon mari, monsieur ?» interrogea la blanchisseuse. « Mais non, pas du tout. Il était 5 heures quand nous avons quitté la mère Baquet. Voilà. Il a peut-être bien descendu la rue. Oui, même je crois l'avoir vu entrer au Papillon avec un cocher. Oh, que c'est bête. Vrai, on est bon à tuer.
Lantier et Gervaise passèrent une très agréable soirée au café-concert. À 11h, lorsqu'on ferma les portes, ils revinrent en se baladant, sans se presser. Le froid piquait un peu, le monde se retirait par bandes. Et il y avait des filles qui crevaient de rire, sous les arbres, dans l'ombre, parce que les hommes rigolaient de trop près. Lantier chantait entre ses dents une des chansons de mademoiselle Amanda. « C'est dans le nez que ça me chatouille ». Gervaise, étourdie, comme grise, reprenait le refrain. Elle avait eu très chaud. Puis les 2 consommations qu'elle avait bues lui tournaient sur le cœur, avec la fumée des pipes et l'odeur de toute cette société entassée. Mais elle emportait surtout une vive impression de mademoiselle Amanda. Jamais elle n'aurait osé se mettre nue comme ça devant le public. Il fallait être juste, cette dame avait une peau à faire envie. Et elle écoutait avec une curiosité sensuelle. Lantier donnait des détails sur la personne en question, de l'air d'un monsieur qui lui aurait conté les côtes en particulier. « Tout le monde dort, » dit Gervaise, après avoir sonné 3 fois, sans que les boches eussent tiré le cordon. La porte s'ouvrit, mais le porche était noir, et quand elle frappa à la vitre de la loge pour demander sa clé, la concierge ensommeillée lui cria une histoire, à laquelle elle n'entendit rien d'abord. Enfin, elle comprit que le sergent de ville Poisson avait ramené Coupeau dans un drôle d'état, et que la clé devait être sur la serrure. « Fichtre !» murmura Lantier quand il fut rentré. « Qu'est-ce qu'il a donc fait ici ? C'est une vraie infection ?» En effet, ça puait ferme. Gervaise, qui cherchait des allumettes, marchait dans du mouillé. Lorsqu'elle fut parvenue à allumer une bougie, ils eurent devant eux un joli spectacle. Coupeau avait rendu tripes et boyaux. Il y en avait plein la chambre. Le lit en était emplâtré, le tapis également, et jusqu'à la commode qui se trouvait éclaboussée. Avec ça, Coupeau, tombé du lit où Poisson devait l'avoir jeté, ronflait là-dedans au milieu de son ordure. Il s'y étalait, vautré comme un porc, une joue barbouillée, soufflant son haleine empestée par sa bouche ouverte, balayant de ses cheveux déjà gris la mare élargie autour de sa tête. « Oh, le cochon, répétait Gervaise, indignée, exaspérée. « Il a tout sali. Non, un chien n'aurait pas fait ça. Un chien crevé est plus propre. » Tous 2 n'osaient bouger, ne savaient où poser le pied. Jamais le zingueur n'était revenu avec une telle culotte et n'avait mis la chambre dans une ignominie pareille. Aussi, cette vue-là portait un rude coup au sentiment que sa femme pouvait encore éprouver pour lui. Autrefois, quand il rentrait éméché ou poivré, elle se montrait complaisante et pas dégoûtée. Mais, à cette heure, c'était trop. Son cœur se soulevait. Elle ne l'aurait pas pris avec des pincettes. L'idée seule que la peau de ce goujat toucherait sa peau lui causait une répugnance, comme si on lui avait demandé de s'allonger à côté d'un mort, abîmé par une vilaine maladie. « Il faut pourtant que je me couche, » murmura-t-elle. « Je ne puis pas retourner coucher dans la rue. Oh, je lui passerai plutôt sur le corps. » Elle tâcha d'enjamber l'ivrogne et dut se retenir à un coin de la commode pour ne pas glisser dans la saleté. Coupeau barrait complètement le lit. Alors, Lantier, qui avait un petit rire, en voyant bien qu'elle ne ferait pas dodo sur son oreiller cette nuit-là, lui prit la main en disant d'une voix basse et ardente. « Gervaise, écoute, Gervaise. » Mais elle avait compris. Elle se dégagea, éperdue, le tutoyant à son tour, comme jadis. « Non, laisse-moi. Je t'en supplie, Auguste. Rentre dans ta chambre. Je vais m'arranger. Je monterai dans le lit par les pieds. »« Gervaise, voyons, ne fais pas la bête, » répétait-il. « Ça sent trop mauvais. Tu ne peux pas rester. Viens. Qu'est-ce que tu crains ? Il ne nous entend pas, va. » Elle luttait, elle disait non de la tête, énergiquement. Dans son trouble, comme pour montrer qu'elle resterait là, elle se déshabillait, jetait sa robe de soie sur une chaise, se mettait violemment en chemise et en jupon, toute blanche, le cou et les bras nus. Son lit était à elle, n'est-ce pas ? Elle voulait coucher dans son lit. À 2 reprises, elle tenta encore de trouver un coin propre et de passer. Mais Lantier ne se lassait pas, la prenait à la taille, en disant des choses pour lui mettre le feu dans le sang. Ah, elle était bien plantée,
avec un loupia de mari par devant qui l'empêchait de se fourrer honnêtement sous sa couverture, avec un sacré salaud d'homme par derrière qui songeait uniquement à profiter de son malheur pour la ravoir. Comme le chapelier haussait la voix, elle le supplia de se taire. Et elle écouta, l'oreille tendue vers le cabinet où couchaient Nana et maman Coupeau. La petite et la vieille devaient dormir. On entendait une respiration forte. « Auguste, laisse-moi. Tu vas les réveiller, reprit-elle, les mains jointes. Sois raisonnable. Un autre jour, ailleurs. Pas ici, pas devant ma fille. » Il ne parlait plus, il restait souriant. Et, lentement, il la baisa sur l'oreille, ainsi qu'il la baisait autrefois pour la taquiner et l'étourdir. Alors, elle fut sans force. Elle sentit un grand bourdonnement, un grand frisson descendre dans sa chair. Pourtant, elle fit de nouveau un pas, et elle dut reculer. Ce n'était pas possible, la dégoûtation était si grande, l'odeur devenait telle qu'elle se serait elle-même mal conduite dans ses draps. Coupeau, comme sur de la plume, assommé par l'ivresse, cuvait sa bordée, les membres morts, la gueule de travers. Toute la rue aurait bien pu entrer embrasser sa femme sans qu'un poil de son corps en remuât. « Tant pis, bégayait-elle, c'est sa faute, je ne puis pas. Ah, mon Dieu, il me renvoie de mon lit, je n'ai plus de lit. Non, je ne puis pas, c'est sa faute. » Elle tremblait, elle perdait la tête. Et, pendant que Lantier la poussait dans sa chambre, le visage de Nana apparut à la porte vitrée du cabinet, derrière un carreau. La petite venait de se réveiller et de se lever doucement, en chemise, pâle de sommeil. Elle regarda son père rouler dans son vomissement. Puis, la figure collée contre la vitre, elle resta là, à attendre que le jupon de sa mère eût disparu chez l'autre homme, en face. Elle était toute grave. Elle avait de grands yeux d'enfant vicieuse, allumés d'une curiosité sensuelle.